J'ai appris en 2009 que j'étais issue d'un donneur après m'être spécialisée 6 ans plus tôt en droit de la bioéthique, sans savoir que j'étais tombée dedans dans la marmite quand j'étais petite. Et la première chose que j'ai voulu savoir, c'est est-ce que mon frère et moi, on est issus du même donneur, parce que mon frère a appris aussi qu'il devait sa conception à un donneur. Et ça m'a été refusé. Et donc j'ai demandé l'accès à un certain nombre de données non identifiantes et j'ai demandé en particulier combien j'ai de demi-frères et sœurs dans la nature, combien de personnes ont été conçues avec le même donneur que moi. Cette information figure dans le dossier au sein de l'hôpital public. Mais je n'ai pas eu accès à cette information. J'ai demandé à accéder aux antécédents médicaux, personnels et familiaux de mon donneur, au moins ceux qu'il a déclarés au moment du don, parce que je sais que dans le centre où j'ai été conçue, on interrogeait les donneurs déjà dès les années 70 sur ces questions-là. Et puis j'ai demandé, parce que le principe d'anonymat n'a été inscrit dans la loi qu'en 1994, quand j'avais 14 ans, j'ai estimé qu'on ne pouvait pas préjuger de ce que souhaitait mon donneur, et donc je voulais à minima qu'on le recherche et qu'on l'interroge lui. Est-ce qu'il est d'accord pour que je connaisse son identité maintenant, sachant qu'il est protégé contre toute demande d'héritage, de filiation. Je ne demande pas à ce qu'il devienne mon père juridiquement, je veux simplement savoir à qui je dois aussi la vie. Eh bien ça m'a été refusé de façon constante devant les juridictions nationales. Je n'ai pas eu le droit de poser cette question à quelqu'un et je n'ai pas non plus eu accès aux données non identifiantes, le nombre de mes demi-frères et sœurs biologiques, les antécédents médicaux de mon donneur, etc. Aucune information. On n'a même pas eu le droit de savoir lorsqu'on s'est marié avec Arthur si on était ou non issus du même donneur. Pourtant ça ne changeait rien à l'anonymat du donneur. On voulait juste savoir si c'était la même personne. Mais on nous a dit l'anonymat à la française, ça couvre tout type d'informations, qu'elles soient identifiantes ou non. En fait, c'est un anonymat très extensif et qui est d'ordre public, c'est-à-dire que même si le donneur est d'accord pour se faire connaître, l'État français estime qu'il ne faut pas. J'ai perdu donc en 2012 devant le tribunal, en 2013 devant la Cour administrative d'appel de Versailles et en 2015 devant le Conseil d'État. Et c'est la raison pour laquelle j'ai saisi la Cour européenne des droits de l'homme en 2016 sur le fondement de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme qui protège pour toute personne le droit au respect de la vie privée et dont la Cour dit de façon constante dans sa jurisprudence depuis 1989 que ce droit implique le droit à la connaissance de ses origines personnelles. À chaque fois, elle affirme le droit de connaître son ascendance et en particulier de connaître l'identité de ses géniteurs ou de ses parents biologiques. J'ai invoqué également l'article 14 de la Convention qui interdit toute forme de discrimination et notamment celle qui serait fondée sur les circonstances de sa naissance ou de sa conception. Entre le moment où j'ai saisi la Cour européenne des droits de l'homme et le moment où elle s'est penchée sur mon dossier, vous le savez, la loi française a changé. C'est à partir de septembre 2022 qu'a été créée une commission en France qui permet de contacter les donneurs, de rechercher, de saisir une commission, et la commission recherche les donneurs et les interroge pour savoir s'ils sont d'accord pour délivrer des informations identifiantes ou non. C'est ce que j'ai fait en octobre 2022. Dès que j'ai pu, j'ai saisi la commission d'une demande. Et la commission va me répondre 6 mois plus tard qu'elle ne peut accéder à mes demandes d'information puisque mon donneur s'avère décédé. Je ne sais pas, elle ne m'a pas précisé la date du décès de mon donneur. Je ne sais pas si le décès est intervenu depuis 2009, depuis que je connais mon mode de conception et que je demande qu'on recherche et qu'on interroge mon donneur, ou s'il était antérieur. Et pour autant, donc la Cour européenne des droits de l'homme qui s'est penchée sur mon dossier et qui donc savait que je n'avais pu accéder à aucune information ni identifiante ni non identifiante et qu'il m'avait été opposé une fin de non-recevoir définitive, que certes la loi française a changé, mais que pour moi ça n'a rien changé, si ce n'est que maintenant je sais que je ne pourrai jamais rien savoir, eh bien la Cour européenne des droits de l'homme a estimé que la France n'avait pas violé l'article 8 de la Convention et l'article 14 de la Convention. Elle l'a estimé par 4 voix contre 3 voix, à une très courte majorité au terme d'un raisonnement qui est très critiqué. En particulier,
en ce qui concerne la notion de marge d'appréciation. C'est vrai que la Cour dit en particulier que sur ces questions-là, la marge d'appréciation des États membres du Conseil de l'Europe est restreinte puisque c'est l'identité personnelle qui est en jeu. Et ça, c'est constant dans la jurisprudence de la Cour. Dès lors qu'une question d'identité est en jeu, la marge d'appréciation des États doit être restreinte. Mais une fois qu'elle a dit ça, la Cour, dans l'arrêt du 7 septembre 2023, nous dit « Mais la marge d'appréciation est en même temps large. Parce qu'il n'existerait pas, selon elle, de consensus européen sur la reconnaissance même d'un droit au profit des personnes issues de dons à la connaissance de leurs origines personnelles. » Alors non seulement ils ont dit qu'il n'y avait pas de consensus, mais aussi que le sujet était trop récent. Alors là, En fait, ce qui est étonnant, c'est que la Cour rappelle que il y a eu plusieurs études et rapports qui ont pointé la position isolée de la France sur le sujet. Un rapport de droit comparé, par exemple, du Sénat de 2008 pointait la position isolée de la France en matière d'anonymat du donneur au sein des États de l'Europe. Un autre rapport du Conseil d'État du 6 mai 2009 pointait également le caractère exceptionnel de la position française en matière d'anonymat du donneur. Et pourtant, après avoir dit ça, après avoir rappelé que la Suède a changé sa loi dès 1984, que le Royaume-Uni l'a fait en 2003, que de très nombreux États ont modifié leur législation, et après avoir noté qu'effectivement, aujourd'hui, il existe une tendance très, très prononcée au sein des États du Conseil de l'Europe en faveur de l'accès aux origines pour les personnes issues de dons, elle estime qu'en la matière, il n'y a pas de droit uniformément reconnu par les États du Conseil de l'Europe pour permettre à ces personnes d'accéder à leurs origines personnelles. Alors, il faut dire que la Cour a noté que l'État français avait modifié sa loi et qu'elle ne voyait pas bien comment elle pouvait faire autrement, comment la France pouvait faire autrement. Seulement, je représente les nés sous X au Conseil national d'accès aux origines personnelles qui a été créé en 2002 par Ségolène Royal, et on fait différemment pour eux. Oui, alors sur ce point, la Cour européenne dit déjà qu'on ne peut pas reprocher à la France d'avoir mis plus de 12 ans à modifier sa loi entre le moment où j'ai demandé qu'on recherche et qu'on interroge mon donneur et le moment où elle a modifié sa législation. Et elle dit effectivement qu'en matière d'accouchement sous X, elle a conscience que dès 2002, la France s'est dotée d'un Conseil national pour l'accès aux origines personnelles. Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, on se dit, nous aussi on fait partie de la nation française, nous aussi on veut accéder à nos origines personnelles. Mais malheureusement, ce Conseil n'est compétent qu'à l'égard des personnes nées sous X ou des pupilles de l'État. Et c'est seulement 20 ans plus tard que la France a mis en place l'équivalent pour les personnes issues d'un donneur. Mais elle estime que finalement les personnes issues d'un don et les personnes nées sous X ne sont pas dans la même situation et elle ne s'en explique pas tellement. Elle ne reprend pas les arguments du gouvernement français qui disaient mais finalement les personnes qui accouchent sous X n'ont pas et les donneurs ne sont pas dans la même situation parce que dans un cas il y a un projet parental et dans l'autre il n'y en a pas. Par définition, il n'y a pas de projet parental quand on accouche sous X parce que c'est la raison pour laquelle justement on accouche sous X. Donc cet argument ne me semble pas valable. Et le gouvernement faisait valoir aussi que finalement les personnes nées sous X avaient une souffrance plus grande parce qu'elles avaient fait l'objet d'un abandon à la naissance et donc finalement elles seraient plus légitimes que nous à accéder à la connaissance de leurs origines personnelles. Mais cet argument, heureusement qui n'a pas été repris par la Cour, me paraît résolument contraire avec l'article 8 de la Convention qui vise toute personne, c'est-à-dire quelles que soient les circonstances de sa naissance ou de sa conception. Ça me paraît aussi contraire à l'article 14 de la Convention qui interdit les discriminations. Et de toute façon, la Cour européenne des droits de l'homme a été amenée à reconnaître le droit à la connaissance de ses origines personnelles dans bien d'autres situations qu'en matière d'accouchement sous X. Elle a reconnu ce droit au profit de personnes qui avaient déjà une petite idée de qui pouvait être, par exemple, leur père. En particulier dans l'affaire Jaggi contre Suisse, par exemple, qui a été jugée par la Cour en 2006, Monsieur Jaggi, sa mère lui avait dit « Je pense que ton père, c'est ce monsieur ». Mais Monsieur Jaggi avait besoin
même étant âgé de 67 ans, il avait besoin d'avoir la certitude de qui était son père biologique. Et donc il a demandé aux autorités suisses l'autorisation pour exhumer le corps de son père présumé et réaliser un test ADN. Ça n'avait aucune incidence en matière de filiation. Monsieur Jaggui savait que de toute façon, les délais étant expirés, c'était simplement un besoin de savoir et ça ne changerait rien à sa filiation personnelle. La famille du défunt s'y est opposée. Les autorités suisses s'y sont opposées. Eh bien, la Cour européenne des droits de l'homme a considéré qu'en la matière, la Suisse avait violé l'article 8 de la Convention parce qu'il n'avait pas pris en compte le droit de M. Jaggui à la connaissance de ses origines personnelles, qui est un droit d'intérêt prépondérant et même un droit d'intérêt vital. Eh bien, dans ma situation, la Cour européenne des droits de l'homme a estimé que du fait du décès de mon donneur, je ne pourrais accéder à aucune information, ni à son identité, ni aux données non identifiantes. Et pourtant, on fait différemment en matière d'accouchement sous X. En matière d'accouchement sous X, lorsqu'une femme qui a accouché sous X est décédée avant d'avoir pu être contactée par le CNAOP, l'équivalent de la commission qui a été mise en place en matière de don, eh bien son identité est transmise. En ce qui me concerne les personnes conçues par don de gamètes, le décès du donneur met fin à toute information, que ce soit l'identité ou les données non identifiantes. Et dans l'arrêt de Jaggui contre Suisse, la Cour avait estimé que la protection de la sécurité juridique n'était pas un argument suffisant pour faire échec au droit de M. Jaggui à la connaissance de ses origines personnelles. Dans l'arrêt du 7 septembre 2023, l'arrêt de chambre, dans mon affaire, la Cour européenne dit que finalement, le législateur a eu le souci de respecter les situations nées sous l'empire de textes antérieurs et que donc elle ne voit pas comment il était possible de faire différemment. Mais ce faisant, la Cour oublie que lorsque mon donneur a donné, lorsque j'ai été conçue, le principe d'anonymat n'existait pas. Donc lorsqu'elle dit qu'il fallait respecter l'anonymat absolu et définitif qui aurait été garanti à mon donneur, elle se trompe puisque par définition, il n'y avait pas d'anonymat. Et de toute façon, l'anonymat, même lorsqu'il a été inscrit dans les textes à partir de 1994, il n'a toujours concerné que le donneur et le receveur. Les textes prévoient qu'il est interdit de divulguer une information qui permette d'identifier à la fois le donneur et le receveur. Le donneur et le receveur. Et tout se joue entre donneur et receveur parce que la législation sur le don de gamètes a été calquée sur celle du don du sang et du don d'organes qui n'implique que deux parties. La différence, c'est que là, on est dans le cadre d'un don de gamètes qui génère une tierce partie, l'enfant, qui n'a rien demandé et qui n'est même pas visé par les textes. Et surtout, lorsque ce principe d'anonymat a été inscrit dans la loi lors des débats parlementaires en 1992, les parlementaires disaient « On est conscient qu'il n'est pas satisfaisant, c'est la moins mauvaise solution, mais on devra y revenir. » Nous sommes en 2023, presque en 2024, et on n'est toujours pas entendu, puisqu'aujourd'hui on continue de concevoir des enfants sans leur permettre de pouvoir accéder à leurs origines personnelles.